Bonjour! Thalassa met aujourd'hui le cap sur les côtes de la mer Adriatique pour vous offrir une escale en Croatie, membre de l'Union européenne depuis le 1er juillet 2013. Arriver en Croatie par la mer, c'est découvrir un paysage maritime unique au monde. Près de 6000 km du littoral, constellé d'une mosaïque de presque 700 îles et îlots. Vous découvrirez sur ces archipels des espèces rares et menacées de disparition, comme le vautour à tête blanche de l'île de Kreš. Et essaie de prendre un maximum de photos. Goran Suzic en est tombé amoureux et tente de le préserver contre les ravages du tourisme de masse. Ils ne sont pas du tout moches. Ils sont fiers, magnifiques, fascinants. C'est l'une des plus belles créatures que la nature ait imaginées. L'Adriatique n'est pas une mer comme les autres. Capricieuse, soumise à un vent violent, parfois sournois, appelé Bora, la navigation y est complexe et les centaines de phares qui parsèment les îles sont là pour le rappeler. On dit que les marins de l'Adriatique comptent parmi les plus performants au monde, recherchés par les plus grandes compagnies maritimes. Parmi eux, vous allez rencontrer Zlatko Kapovic, charismatique commandant d'un gigantesque porte-conteneurs. Je suis toujours le patron, même quand le pilote est à bord. Il est juste mon assistant. S'il fait une erreur, c'est moi qui suis responsable. Mais tout de suite, partez à la découverte de l'une des plus célèbres villes au monde, fille de la mer et de la navigation, bienvenue à Dubrovnik. Celle qui fut autrefois la capitale d'une république maritime connue sous le nom de Raguse, grande rivale de Venise, est aujourd'hui un musée à ciel ouvert qui raconte l'histoire croate, l'histoire d'une indépendance chèrement conquise et défendue tout au long des siècles. C'est une des villes maritimes d'Europe les plus anciennes, une des plus belles aussi. L'été venu, des dizaines de milliers de touristes visitent la perle de l'Adriatique, sans forcément savoir que se cache derrière ces murs millénaires un destin singulier. Celui d'une cité qui fut toujours au cœur des grands enjeux historiques. Que ce soit du temps de la République de Raguse, où la ville était une des plus influentes de Méditerranée, aux heures plus sombres du conflit yougoslave, Dubrovnik a toujours chéri son indépendance et combattu pour sa liberté. Comment Dubrovnik est-elle devenue cette ville phare? Pour le comprendre, nous irons à la rencontre de l'archéologue Domagoj Perkic, avec qui nous plongerons dans les eaux de l'Adriatique pour découvrir les restes des épaves antiques et médiévales. Encore aujourd'hui, lorsque les paquebots naviguent, c'est toujours du côté est de l'Adriatique, où l'histoire a laissé de nombreuses traces archéologiques. Passionnée par l'histoire de sa ville, Anna Kaznacic est devenue conservatrice du musée maritime de Dubrovnik, qui accueille près de 300 000 visiteurs par an. Les marins de Dubrovnik ont été parmi les plus compétents et les meilleurs navigateurs dans toute l'Adriatique. Avec l'historien Vinice Lupic, nous découvrirons enfin que la noblesse marchande avait le goût du luxe, mais savait rester discrète. Être riche, oui, mais pas pour soi-même. Riche pour la communauté. Située tout au sud de la Croatie, à quelques kilomètres de la frontière avec le Monténégro, Dubrovnik est une ville aux origines multiculturelles. Byzantine, romaine, vénitienne, slave, la cité est au carrefour d'influences qui ont laissé de nombreuses traces archéologiques. Des dizaines d'épaves antiques et médiévales sont ainsi recensées dans les eaux croates. Vladimir Onofri est océanographe, passionné d'images sous-marines. Toujours sur l'eau, il est souvent sollicité par les autorités pour filmer le patrimoine archéologique de son pays. Aujourd'hui, il nous emmène à Cavtat, à quelques encablures de Dubrovnik, où nous devons retrouver son ami Domagoj Perkic, dit Bibo
un des grands archéologues sous-marins croates. Bonjour. Nous sommes dans la zone de Cavtat, ancien site antique appelé Epidaorum. C'était d'abord un port illyrien, puis plus tard romain, où de nombreux bateaux faisaient escale. Il y avait le port, mais il y avait aussi une grande baie pour le mouillage des navires. Certains de ces bateaux ont coulé ici, sans doute à cause des fortes intempéries, et c'est pourquoi on y trouve aujourd'hui des épaves qui sont à la fois de grande valeur culturelle, mais aussi des attractions touristiques. On est sur site. Domagoj et Vladimir s'apprêtent à plonger à 28 mètres de profondeur. L'épave antique du IVe siècle qu'ils veulent filmer est considérée comme l'une des plus belles de Méditerranée. Mais pourquoi a-t-elle coulé précisément à cet endroit? Comment la navigation s'est-elle développée ici? Dès son commencement, la ville a eu toutes les conditions pour réussir, grâce à une position géographique extrêmement avantageuse, sur le lieu de croisement entre la Méditerranée de l'Ouest et la Méditerranée de l'Est. Dubrovnik était en effet un point idéal pour décharger les marchandises venant des pays du Levant, d'Europe du Sud et d'Afrique du Nord, car la ville, qui s'appelle alors Raguse, se trouve à proximité de la jonction maritime et terrestre de deux voies romaines majeures. L'une conduisait à Rome, l'autre à Byzance. Dubrovnik est une ville clé. Elle est le plus court et le meilleur chemin entre l'Est et l'Ouest, mais aussi en Adriatique. Qui détient Dubrovnik possède toute cette côte de la Croatie. À 20 mètres de profondeur, Domagoj et Vladimir s'apprêtent à retrouver l'épave antique de Cavtat. Progressivement, apparaît une forme plutôt étrange à ces profondeurs. C'est une cage. Une immense cage d'acier que les autorités ont posée sur l'épave pour éviter les ravages des pilleurs d'antiquités. La Croatie fut l'une des premières nations à adopter ce système. On peut observer, admirer, mais on ne touche pas. Exceptionnellement, Domagoj et Vladimir vont nous ouvrir les portes de ce site extraordinaire. Près de 2000 amphores reposent ici, originaires de Grèce et d'Afrique du Nord. On sait que la région d'Afrique du Nord était riche en huile d'olive et que c'était la première source de production pour tout l'Empire romain. Mais vu la présence d'amphores de type plus sphérique et originaires de la mer Égée, on peut conclure que le bateau partait du nord de l'Afrique pour se rendre vers la Grèce, où il complétait sa charge avec des amphores qui servaient pour le transport du vin. On découvre toujours quelque chose de nouveau. On peut voir des poissons intéressants entre les amphores, comme des murènes. Le plus important pour moi, c'est que la cage soit intacte. Rien n'a été endommagé et les amphores sont toutes là. De l'Antiquité à la période médiévale, Dubrovnik va développer cette position de plaque tournante du commerce en Adriatique et en Méditerranée. La base de leur activité était l'import-export. Donc ils exportaient de l'arrière-pays des minéraux, du bétail, du bois, du fromage, du miel. Et de Méditerranée, ils importaient des produits plus luxueux. Les bateaux de Dubrovnik embauchaient environ 5000 hommes, guidés par 250 capitaines.
À la fin du XVIe siècle, à l'apogée de la République de Dubrovnik, il y avait plus de 200 bateaux qui naviguaient dans la Méditerranée, l'Atlantique et même jusqu'en Inde, jusqu'à Goa. Sur ce triptyque du peintre Nikola Božidarević, vous pouvez voir le patron de la ville, Saint Blaise, Svetivlao dans notre langue croate. Et il porte une réplique de la ville qui est très importante pour nous, parce qu'elle est très réaliste. Vous pouvez voir tous les arsenaux et plusieurs types de navires dans le port, qui est véritablement le centre actif de cette république. Dubrovnik est devenue une commune libre en 1358, lors du traité de paix signé entre Venise et la Hongrie. La ville s'émancipe alors de la tutelle de Venise et peut désormais décider seule de ses affaires. Elle devient de fait une république indépendante, contre espèces sonnantes et trébuchantes, versée à son nouveau suzerain, le royaume de Hongrie. Et cela va devenir une politique, payer pour avoir la paix. Dans ce manuscrit original de 1557, Henri II promet ainsi que les bateaux de Dubrovnik ne seront jamais attaqués par le royaume de France. C'est dans l'ancien bâtiment des douanes que sont aujourd'hui conservées les archives de la ville. C'est un traité entre le royaume de France et son roi Louis XII qui date du 16 août 1497. Un traité de libre-échange entre le royaume de France et la République de Dubrovnik. C'était important parce que du port de Marseille, nous faisions le commerce de la soie lyonnaise, mais aussi avec Cambrai, le lin de Cambrai pour les textiles plus communs pour la vie de tous les jours. Autour du Stradum, l'artère principale, la ville prospère et multiplie à la Renaissance les réalisations architecturales. Églises, monastères fleurissent entre les remparts. Pendant plusieurs siècles, Dubrovnik va être un important relais, un pont entre les cultures de l'Occident et de l'Orient. Et de nombreux savants, physiciens, médecins, mais aussi des poètes et des peintres vont s'épanouir dans cette ville que l'on surnomme bientôt l'Athènes slave. Il faut imaginer, il y a encore 200 ans, cette ville bouillonnante d'activité où près de 400 joailliers transformaient l'argent qui venait des mines de Bosnie toutes proches et que Dubrovnik contrôlait. Seule une poignée d'irréductibles, comme Matko Vierda, perpétue aujourd'hui cette tradition du filigree. Mon père m'a tout appris et lui-même a été formé par son père. Après moi, la planète continuera de tourner, mais sans moi. Ah, c'est trop grand. Dubrovnik est une petite ville. Sa beauté résidait dans le fait que les gens y vivaient et y travaillaient autrefois. Et maintenant, ce n'est plus pareil. Je pense qu'elle va devenir un jour un authentique musée. Il faudra payer pour y entrer, mais ce sera vraiment vide. C'est vide ici l'hiver. Mais quand arrive la saison estivale, ce sont plusieurs milliers de passagers qui peuvent descendre chaque jour des bateaux de croisière, à tel point que la vieille ville prend des allures de métro aux heures de pointe. Dubrovnik devient alors une tour de Babel, où des touristes venus du monde entier déambulent le temps d'une journée à peine pour faire le tour des remparts ou visiter quelques monuments, toujours sous le regard omniprésent de Saint Blaise, qui, selon la légende, sauva en l'an 971 la ville d'une invasion vénitienne. Un millénaire plus tard, l'histoire va se répéter pour ses habitants. Et cette fois-ci, ce n'est plus une légende. Ces éclats d'obus, toujours visibles dans la vieille ville, rappellent que Dubrovnik fut assiégé en 1991 par les armées serbes et monténégrines. Le mur de Berlin était tombé 2 ans auparavant.
La Croatie proclamait alors son indépendance dans une Yougoslavie en plein éclatement. Pour évoquer cette période tragique, quelques années après la fin du conflit, nous avions rencontré Vladimir Onofri, notre océanographe passionné de plongée. Toutes les connexions avec Dubrovnik se faisaient par speedboat. On transportait des habitants, on apportait des médicaments et de la nourriture, de l'essence, tout, vous savez. Pourquoi avez-vous décidé de devenir un résistant? Pourquoi? Vous voyez ces montagnes? Ils étaient là, sur la crête de ces montagnes. Et ils ont commencé à bombarder cette ville, sans aucune raison. Juste pour annexer ce territoire et Dubrovnik. Et ils ont tué beaucoup de gens. Ils ont détruit beaucoup de maisons et de monuments, alors que Dubrovnik était protégé par l'UNESCO. Avec son bataillon de speedboat, Vlado et les siens ont permis à la ville de tenir le siège. Coincé contre la montagne, bombardé jour et nuit, le salut de Dubrovnik est en partie venu de la mer. Dubrovnik était complètement encerclé, depuis la terre et depuis la mer. Nous, on naviguait entre les îles et les bateaux ennemis, des bateaux de guerre avec des canons et des mitraillettes. Et nous, qu'est-ce que nous avions? Rien. Quelques fusils, des speedboats et un cœur brave. La guerre vous a changé votre personnalité? Bien sûr. Avant la guerre, j'étais un scientifique et j'allais terminer ma thèse de doctorat. Après la guerre, je n'avais plus d'idées, enfin plus de volonté. Moi, je suis heureux sur la mer et quand je plonge. Justement, ça tombe bien. Vlado et Domagoj ont organisé une deuxième plongée aujourd'hui. Direction la région des îles Elafite et ses demeures de charme. Déjà ici, sur le bord de la rivière Dubrovnik, nous avons 7 ou 8 palais d'été. L'endroit se prête à ce genre de demeure de repos, de vacances, surtout pendant l'été, où les températures sont hautes. Et ici, au bord de l'eau, il faisait toujours moins chaud, et c'était très agréable pour la noblesse de passer l'été au frais. Les palais d'été. Il y en aurait près de 200 dans la région de Dubrovnik. Ils sont l'équivalent des malouinières dans la région de Saint-Malo. Il faut dire que la République était gouvernée par quelques dizaines d'armateurs, de commerçants ou de grands marins. Une oligarchie locale qui avait fait fortune dans l'import-export. Nous retrouvons Vinice, à Trsteno, où se trouve le jardin botanique d'une ancienne dynastie marchande. C'était une famille de commerçants très riches, mais aussi des armateurs, vraiment une famille très fortunée au début du XVIe siècle, au début de la République de Dubrovnik. Les membres de cette famille ont été de riches marchands à Londres. Dubrovnik est une république catholique, mais l'idéologie de la noblesse est protestante. Être riche, très riche, oui, mais pas pour elle-même, pour la communauté. L'idéologie de la noblesse de Dubrovnik est en cela très différente de celle de la République de Venise. Juste en face de ce palais d'été se trouve l'archipel des îles Elafite. Il appartenait autrefois à la République de Dubrovnik, mais c'était aussi un lieu de navigation très fréquenté par les Vénitiens. Vladimir et Domagoj veulent nous montrer ici les restes d'une épave médiévale. La cargaison de ce bateau présente plusieurs sortes d'objets en verre. Du verre pour les fenêtres, du verre pour boire et des plateaux en verre. Ils provenaient de Murano, donc de la région de Venise. Même si Dubrovnik et Venise étaient les rivales, les bateaux vénitiens empruntaient les mêmes voies maritimes et traversaient la région de Dubrovnik.
Bien que Dubrovnik se soit émancipé de Venise en 1358, des relations commerciales et culturelles ont continué d'exister entre les deux républiques. Ces relations ont toujours été au bord du conflit, mais n'ont jamais été rompues. Celui qui va rompre cet équilibre fragile, c'est Napoléon Bonaparte. Il met fin à la République de Venise en 1797 lors de son écrasante victoire dans la campagne d'Italie. Mais les répercussions de ce triomphe atteindront aussi Dubrovnik. Durant l'occupation française en Italie, nous avons perdu nos intérêts bancaires à Gênes, Rome et dans le crash boursier de Vienne avant la bataille d'Austerlitz. Cette fin du XVIIIe et ce début du XIXe, c'est la période des guerres entre la France et la Russie. Les habitants de Dubrovnik ont estimé qu'il était plus important et plus sûr de s'allier aux Français qu'aux Russes. Mais une fois arrivés devant les portes de Dubrovnik, les troupes françaises sont entrées dans la ville par, je dirais, oui, un mensonge, car elles avaient promis que la ville pourrait garder son autonomie. Mais les Français annexèrent la ville, transformèrent les monastères en casernes. Et si le compagnon d'armes de Napoléon, le maréchal Marmont, est aujourd'hui connu en Croatie pour avoir construit des routes et apporté le code civil, il est aussi célèbre pour avoir en 1808 supprimé par décret l'existence officielle de la République de Dubrovnik. C'est donc la fin d'un État, mais peut-être pas la fin de l'esprit qui l'animait. Je voudrais vous montrer encore une chose. Nous nous trouvons maintenant devant la forteresse de Lovrenac et au-dessus de l'entrée figure cette inscription en latin. Regardez. Ce qui veut dire « La liberté ne se vend pas, même pour tout l'or du monde ». Gravé dans ces murs, l'esprit de liberté de Dubrovnik l'est définitivement aussi dans le cœur de ses habitants. Pour découvrir la Croatie, Thalassa vous conseille d'emprunter le chemin des îles. Cette pluie de confettis, c'est l'archipel des Kornati. On ne peut l'atteindre qu'en bateau. Et une fois sur place, pour le ravitaillement, mieux vaut connaître le petit supermarché flottant de Tony. Voilà les œufs. Super. Ici, les voiliers peuvent remonter les fjords, qui mènent parfois à des cascades paradisiaques. Ce sont les chutes de Kra. Plus loin, sur l'île d'Örvar, les adeptes de l'escalade se prennent pour des reptiles ou des oiseaux, c'est selon. Eux ont la chance de ne pas être une espèce en danger, contrairement au seigneur de l'île de Crèche, le vautour à tête blanche. Le village de Lubenice sur l'île de Crèche ressemble à un repère d'aigles. Les habitants se sont sans doute inspirés du seigneur de ces falaises, le vautour à tête blanche. Goran Susic est un Indiana Jones des vautours. Avec son équipe, tous les ans, il part en expédition dans le labyrinthe des îles. Il y a 30 ans, Goran est tombé amoureux de cette silhouette majestueuse de près de 4 mètres d'envergure et capable de voler à plus de 11 km d'altitude. Ils ne sont pas du tout moches. Ils sont fiers, magnifiques, fascinants. C'est l'une des plus belles créatures que la nature ait imaginées. Ils ont une manière de voler que l'on peut appeler de la poésie. C'est juste de la poésie dans l'air. Quand vous serez au bord, en haut, vous pourrez voir le nid à travers le buisson qui est dans ce canyon à droite. Les vautours n'ont qu'un seul oisillon par an. J'ai répertorié tous les nids actifs depuis 20 ans. Tous les ans, on va vérifier s'il y a des petits.
Verdran est le grimpeur de l'équipe. C'est lui qui doit aller baguer les nouveau-nés de l'année dans des nids pas franchement accessibles. Parfois, ça peut être vraiment difficile. Le terrain est très rocailleux, tu peux tomber et te faire mal. Des fois, il faut grimper 200 mètres de falaise. Ça nous prend parfois 5 heures pour aller jusqu'au nid. Goran, on y est? Dis-moi où est le nid précisément. Il faut que tu ailles un peu plus loin sur la droite. Tu verras. Ok. On va aller un peu par là. Le nid est juste là, à 5 mètres, là, dans le vide, derrière le piton. La première descente, ça fait toujours peur. C'est humain quand vous vous lancez dans le vide. On essaye de faire ça le plus rapidement possible. Ça dépend du comportement de l'animal. S'il est gros, il peut attaquer. Alors on lui met un sac sur la tête. Comme ça, il ne peut pas nous voir. Parfois, comme ici, ils font le mort. Ils font semblant de ne pas nous voir, alors on fait le job et on s'en va. Reste tranquille. N'aie pas peur. C'est fini. Grâce à ces bagues, les chercheurs savent où se déplacent leurs vautours. Certains d'entre eux ont été retrouvés à des milliers de kilomètres au Tchad, en Jordanie ou en Mongolie. Sur le nid d'à côté, Verdran, le grimpeur, a une mauvaise surprise. Bon, on va te faire parvenir un appareil photo et essayer de prendre un maximum de photos. On a un problème. Un des bébés est mort. L'explication, c'est que les parents n'ont pas trouvé assez de nourriture pour leur petit et il est mort de faim. La principale nourriture des vautours, les moutons, disparaît petit à petit car l'élevage ovin ne fait plus recette. Vu du ciel, le constat est clair, les enclos sont vides. Autre grande menace pour les jeunes de l'année, les touristes. L'été venu, ils prennent d'assaut toutes les criques, même celles classées en réserve ornithologique. Les jeunes vautours essayent de prendre leur envol dans le canyon. Mais là, ils aperçoivent des touristes, prennent peur et veulent faire demi-tour. Mais ils n'ont plus assez de puissance pour voler, alors ils tombent dans l'eau. Chaque année, Goran sauve des vautours de la noyade. Ces rapaces sont essentiels à l'écosystème fragile des îles. En mangeant les animaux morts, ils limitent les risques d'infection. Mais pour Goran, ils sont encore bien plus que cela. Que vous preniez les civilisations égyptiennes, perses, indiennes, même chrétiennes, les vautours ont toujours un rôle spécial relié à la mort. Ce sont eux qui transportent nos âmes vers le ciel, vers le paradis. Alors vous voulez finir comme ça, dévoré par des vautours? Non. Pour moi, mon vœu serait que mes cendres soient dispersées dans le ciel pour que je puisse enfin voler avec eux. Si
Si l'on n'est pas un vautour, le plus court chemin entre deux îles reste la navigation, à condition toutefois d'être un marin aguerri. La mer Adriatique est connue pour ses météos capricieuses. C'est sans doute pour cette raison que les Croates sont aujourd'hui réputés pour leurs écoles navales et la qualité de leurs officiers, que l'on retrouve sur toutes les mers du monde. Le mois de juin marque le retour de l'été dans la baie de Bakar, au nord de la Croatie. Le capitaine Kapović sillonne les plages et les îles de la région. Une région où il est né et où la tradition maritime est partout. Ça, c'était une ville impériale, comme on disait à l'époque. Il y avait plusieurs chantiers navals tout autour de cette baie, et les bateaux à voile qu'on construisait ici naviguaient partout dans le monde. La ville de Bakar a perdu un peu de son prestige. Mais le collège naval dans lequel le capitaine Kapović et avant lui son père ont fait leurs études est toujours là. La première fois que j'ai passé cette porte, c'était en 1974, en septembre. Ça va faire 40 ans. Mon père était très fier quand j'ai été admis ici. De ce côté-là, il y avait les ingénieurs, à droite. À cette époque, penser qu'un jour j'aurais 4 barrettes à mes épaulettes et que je commanderais les plus grands navires au monde, ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit. 40 ans plus tard, le capitaine a réussi. Il est aux commandes du plus grand porte-containers au monde. La saison sèche commence demain pour moi. Il n'y a pas d'alcool à bord des bateaux. Allez, il faut bien qu'il y en ait un qui bosse. Demain, le capitaine Kapović repartira pour 3 mois. Alors, comme à chaque fois, les mêmes rituels, les mêmes souvenirs qui reviennent. Quand j'étais petite, c'était une épreuve assez traumatisante. L'un de mes plus vieux souvenirs d'enfance, c'est lorsqu'une fois je me suis réveillée et que je l'ai cherché dans toute la maison. Je passais d'une pièce à l'autre et à cette époque on jouait souvent à cache-cache. Donc je me suis d'abord dit qu'il se cachait quelque part. Je fouillais partout et soudain, j'ai compris. Je me suis mise à pleurer. Ça s'est souvent passé comme ça au début. Mais après, on s'habitue à tout ça. Et c'est un peu plus facile. Mon père s'absentait régulièrement 18 mois. Il n'a longtemps été qu'une photo au mur pour moi, pas une présence vivante. Partir léger. Ne rien oublier. La dernière nuit est souvent très courte. Et c'est reparti, 4 heures du matin. Quelques mots avec le chauffeur du taxi devenu un ami et l'adieu au pays. J'ai pris une tasse de café, échangé les derniers mots pour dire adieu, quelques vœux, quelques baisers, et me voilà en route. Je préfère quand ça se passe comme ça. Quand je les laisse à la maison et que je referme la porte, je change aussitôt de disque dur dans ma tête. Et je me prépare pour le boulot qui m'attend. 2 heures pour traverser la Slovénie et rejoindre Trieste. Il faudra passer 3 frontières et faire une escale à Rome avant d'arriver sur l'île de Malte au terme du périple. À l'aéroport de Trieste, le capitaine Slatko Kapović retrouve le chef mécanicien et 2 autres membres d'équipage, tous croates. Après 12 heures de voyage, voilà enfin le port de commerce. Oh, ça y est, il est là. Il a l'air en forme. Vous l'aviez oublié? Non, 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 je ne l'oublie pas. C'est ma maison pendant une moitié de l'année. De fait, j'y passe la moitié de ma vie. La traversée du terminal de containers est une grande première pour Antonio le cadet. À peine sorti de l'académie navale, Antonio embarque pour 6 mois.
Une chance pour lui. Il n'est pas si grand que ça. Il est immense. Mais ça ira. Ça va très bien se passer. Avec une capacité de 16 000 conteneurs, l'Alexander von Humboldt est l'un des plus gros navires au monde dans sa catégorie. Il y a quelqu'un à la maison? Que de visages souriants par ici. Nous avons fait les mêmes études. Nous avons le même parcours, les mêmes professeurs, les mêmes écoles. Tout est identique. Mais vous avez plus de chance que Zlatko. Vous voyagez avec votre femme, vous. Ça se discute. Elle a plus d'expérience en mer que la moitié de mon équipage. Ça, c'est sûr. Vous venez de passer 88 jours en mer? Oui. On ne s'ennuie pas? Non. On ne peut pas s'ennuyer sur un bateau. Vous verrez, quand vous passerez Suez, ce qu'on ressent. C'est beau, c'est agréable. Il faut le vivre soi-même. La cargaison arrimée, le capitaine Kapovic, secondé par les pilotes du port, entame sa première manœuvre. Exercice difficile dans un port devenu trop petit pour ces géants des mers. Je suis toujours le patron, même quand le pilote est à bord. Il est juste mon assistant. S'il fait une erreur, c'est moi qui suis responsable. Avec ses 400 mètres de long et une surface équivalente à 6 terrains de football, ce navire est réservé aux meilleurs officiers de la compagnie. À 55 ans, le capitaine Kapovic a gravi toutes les marches du métier, une à une. Maître en confiance, encouragé, le commandant veille à ce que chacun trouve sa place à bord, et tout particulièrement Antonio le cadet. Je me suis rendu 7 ou 8 fois dans les bureaux de la compagnie et je leur ai dit « Bonjour, je veux embarquer ». C'est peut-être pour ça que je suis là. Parce que si j'avais attendu... Et ils en ont eu marre de toi, en fait. Ils t'ont laissé monter à bord. Ouais, ils m'ont dit « Allez, vas-y ». Pendant 6 mois, Antonio va s'initier à gérer la démesure. Il va essayer de mettre en pratique tout ce qu'il a appris à l'université et vivre à fond de cale le métier qu'il a choisi. À quelques milliers de kilomètres de là, le long des côtes croates, un autre cadet vient d'embarquer. Ennio est en formation sur le Livournia. Ce vieux ferry de la compagnie nationale transporte voitures et passagers. Avant d'arriver sur le Livournia, Ennio a vécu 4 mois difficiles sur un porte-conteneurs des Émirats arabes unis. Il était le seul Croate à bord. Je préfère les bateaux de passagers comme celui-ci, parce que sur les porte-conteneurs, les contrats sont tellement longs. Il y a juste 20 personnes à bord. C'est très ennuyeux et le travail est dur. La Croatie n'a presque plus de navires marchands, mais il lui reste des dizaines de bateaux de passagers qui assurent les liaisons entre les îles. Le Livournia est le plus ancien. Ce ferry perpétue la liaison entre le port de Rijeka dans le nord et la cité historique de Dubrovnik dans le sud depuis plus de 50 ans. Avec le développement du réseau routier, les clients du Livournia se font plus rares. Heureusement, ce ferry mythique peut compter sur des milliers de passagers à travers toute l'Europe pour faire le plein en été. Oui, c'est l'article que j'ai vu sur Internet. Le photographe était à bord. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus, pour voyager sur votre bateau. C'est l'île de Miettes. C'est tellement beau. Ah, c'est un vieux bateau, vieux bateau. C'est ce qu'ils disent. Et là, le titre, ça veut dire « La vieille dame et la mer ». Oui, je sais. C'est un bateau qui a une âme. Et je ne suis pas le seul à le penser. Il n'existe plus de bateaux comme celui-ci qui ont 40 ou 50 ans. C'est devenu très rare.
En fait, c'est l'équipage qui fait le bateau. C'est comme dans la vie. L'important, c'est les hommes, le reste, c'est de l'acier. Le capitaine Markovic a longtemps sillonné la planète sur les bateaux de l'ex-Yougoslavie. Une flotte de commerce aujourd'hui disparue. Il parcourt désormais l'Adriatique. Et à bord, c'est un peu la meilleure des écoles pour les cadets. Retour sur notre géant des mers qui file à plus de 20 nœuds en route vers l'Asie. Bonjour à tous. Votre attention, s'il vous plaît. Les horloges du bord seront avancées d'1 heure à 14 heures précises. À bord, 8 officiers croates et 16 marins philippins. 2 univers très différents, 2 façons de tuer le temps. Pour le capitaine Kapovic, priorité au sport. L'ancien joueur de basket veut garder la forme. Les officiers croates n'ont plus beaucoup d'occasions de se retrouver entre eux. Les Philippins sont fous de karaoké. Ils chantent tous les jours. Quand j'entends les Philippins chanter après 18 heures, je sais que tout va bien à bord. Les Philippins ont une vie de groupe plus riche que la nôtre. Allô? Allô? Oh! Bisous, gros bisous pour la Saint-Valentin, mes chéris. Allô, allô? Vous me voyez sur l'écran? Bon, on réglera les problèmes techniques plus tard. Aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est de vous avoir vu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était super. Mais hier, l'image n'était pas aussi bonne. Il faut retourner au travail? Oui, il faut aller au boulot. Il faut bien que quelqu'un prenne le volant. Suez. Un passage obligé et difficile sur la route de la Chine. Le capitaine Kapovic a beau avoir passé ce canal des centaines de fois. Pour lui, ce ne sera jamais une simple formalité. Avec moins de 10 mètres d'eau sous la coque, à touche-touche avec les villages sur les rives, la vigilance est extrême. Pas question de quitter la passerelle. Je me sens comme un vieux sac, comme un pneu à plat, comme un punching ball après toute cette nuit. Là, ça fait 26 heures sans sommeil. Depuis 20 ans, la taille des bateaux a explosé, mais les infrastructures sont pratiquement restées les mêmes. Une lourde responsabilité pèse sur les épaules des officiers. À bord de notre ferry, les escales s'enchaînent le long de la côte croate. Il sera bientôt à Dubrovnik. J'aimerais bien embarquer sur ce bateau de croisière. C'est un bateau tout neuf. Ce serait une nouvelle expérience, un nouveau boulot. Mais je suis heureux quand même ici. Je suppose qu'il y a des Croates à bord. Les Croates travaillent pour toutes les compagnies du monde. C'est vraiment un très beau bateau. Là, vous avez la cité de Marco Polo, Korčula, et là, c'est Orebi. Il y a plein de capitaines qui y vivent. Il y a une très longue tradition maritime par ici. Nous voilà à Korčula, la ville où Marco Polo serait né avant de servir les intérêts de Venise. Marco Polo serait-il à l'origine de cette longue tradition maritime de la Croatie? Il était très bon commerçant et bon écrivain, mais savoir s'il était un grand navigateur, ça reste à voir. En revanche, Ivan Visin est pour moi le plus célèbre des navigateurs.
C'est le premier Croate qui a réalisé un tour du monde à la voile sur le clipper Comtesse Hilda. La passion pour les métiers de la mer n'a jamais faibli dans cette partie de l'Adriatique. Devenir officier est un rêve qui n'a rien d'extraordinaire. Je peux dire qu'en 4 mois, j'ai déjà vu plus de choses que beaucoup de gens ne verront de toute leur vie. Je suis jeune et j'espère qu'un jour je visiterai d'autres pays lointains. Je pense aussi que chez nous, il y aura toujours du travail pour les marins, car nous avons plus de 100 îles habitées et il faut assurer les liaisons. L'actuelle puissance maritime de la Croatie se concentre autour du port de Rijeka. Il y a l'imposant bâtiment de la Compagnie nationale, mais il y a surtout la prestigieuse académie navale créée en 1820. Alors, quand un capitaine rend visite aux étudiants, tout le monde écoute. Chers confrères, chers consoeurs, à mon époque, il n'y avait pas de filles et je dois reconnaître que je suis content de voir que vous êtes aussi représentés ici. Quand il est à terre, le capitaine Kapović intervient régulièrement pour partager son expérience. Il donne quelques conseils et met en garde sur les risques du métier. Dans quelques mois, tous ces étudiants embarqueront sur des navires. Savez-vous quand vous ferez l'ouverture du journal de CNN? Le jour où vous provoquerez un gros accident et que vous bloquerez le canal de Suez. Et croyez-moi, vous ne voulez pas de ça. La première question sera alors de savoir si le capitaine est croate, allemand ou anglais. Et peu importe si vous êtes coupable ou pas, ce ne sera peut-être pas votre faute. Mais si ça arrive et que ça fait la une, nous, les Croates, on plongera tous. Avec ses 20 000 marins sur toutes les mers du globe, la Croatie s'est hissée sur les plus hautes marches du podium. Mais la concurrence est rude. Demain, peut-être, des commandants roumains, ukrainiens ou indiens prendront la place des marins croates. L'atout pour ce petit pays reste la qualité de ses écoles, mais surtout la transmission d'un savoir hérité d'un très riche passé. Merci de nous avoir accompagnés au cœur des traditions maritimes croates pour cette collection spéciale de Thalassa consacrée à l'Europe. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et des océans.